Bonjour et bienvenue dans ce cycle de lecture consacré à Raymond Carver, le recueil débutant, donc qui est en fait le recueil complet de l'édition de Parlez-moi d'amour. On en est aujourd'hui à la troisième nouvelle qui s'intitule Où sont-ils passés tous ? J'en ai vu des choses. J'allais chez ma mère pour y passer quelques nuits, mais juste en arrivant en haut de l'escalier, j'ai jeté un œil et elle était sur le canapé en train d'embrasser un homme. C'était l'été, la porte était ouverte et la télécouleur allumée. Ma mère a 65 ans et se sent seule. Elle est membre d'un club de célibataires. Mais n'empêche, sachant tout ça, c'était dur. Je me suis mobilisé sur le palier, la main sur la rampe, et j'ai regardé l'homme l'entraîner dans un baiser de plus en plus passionné. Elle lui rendait son baiser et on entendait la télé à l'autre bout de la pièce. C'était un dimanche, vers 5 heures de l'après-midi. Les gens de l'immeuble étaient en bas dans la piscine. J'ai redescendu l'escalier et je suis retourné à ma voiture. Il s'est passé un tas de trucs depuis cet après-midi-là. Et dans l'ensemble, les choses se sont arrangées aujourd'hui. Mais à cette époque, du temps où ma mère couchait avec le premier venu, j'étais sans emploi, je buvais et j'avais perdu les pédales. Mes enfants avaient perdu les pédales. Et ma femme avait perdu les pédales et fréquentait un ingénieur de l'aérospatiale au chômage qu'elle avait rencontré aux Alcooliques Anonymes. Lui aussi avait perdu les pédales. Il s'appelait Ross. Il avait 5 ou 6 enfants. Il gardait une claudication d'un coup de fusil que lui avait tiré sa première femme. Il n'en avait pas pour l'heure. Il voulait la mienne. Je me demande ce qu'on avait fait tous, ce qu'on avait tous dans la tête à l'époque. Sa seconde femme n'avait fait que passer, mais c'était la première qui lui avait tiré dans la cuisse quelques années auparavant, d'où la claudication, et qui, à l'époque dont je parle, l'a signé en justice ou le faisait mettre en prison à peu près tous les 6 mois pour défaut de paiement de pension alimentaire. Je veux que du bien aujourd'hui, mais c'était différent alors. Plus d'une fois à l'époque, j'ai parlé d'armes. Je disais à ma femme en braillant « Je vais le tuer !» Mais il ne s'est jamais rien passé. La vie continuait, qu'un. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, on s'est seulement parlé au téléphone 3 ou 4 fois. Par contre, j'ai trouvé 1 ou 2 photos de lui en fouillant le sac de ma femme un jour. Le bonhomme est petit, pas trop petit non plus. Il a une moustache et porte un chandail rayé. Il attend un enfant au pied d'un toboggan. Sur l'autre cliché, il est adossé à une maison. La mienne, je sais pas, j'en sais rien. Les bras croisés en costard avec une cravate. Ross, mon salaud, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que ça s'est arrangé pour toi aussi. La dernière fois qu'on l'avait mis en prison, 1 mois avant ce fameux dimanche, j'avais appris par ma fille que c'était sa mère, ma femme, qui avait payé la caution pour l'en faire sortir. Kate, qui avait 15 ans, le prenait aussi mal que moi. C'était pas à cause d'une quelconque loyauté à mon égard, elle n'en éprouvait pas la moindre pour moi ni pour sa mère et ne demandait qu'à nous trahir l'un et l'autre. Non, c'était qu'il existait un grave problème de trésorerie à la maison et que si de l'argent allait à Ross, ça ferait autant de moins pour ses besoins à elle. Elle avait donc Ross dans le collimateur désormais. Et puis elle n'aimait pas ses enfants. Elle me l'avait dit, mais avant, elle m'avait raconté une fois quand dans l'ensemble Ross était pas mal, voire drôle et intéressant, quand il n'avait pas bu. Elle disait quoi, il était pas mal. Il lui avait même dit la bonne aventure. Il passait son temps à réparer des trucs, maintenant qu'il n'avait plus d'emploi dans l'industrie aérospatiale. Mais j'avais vu sa maison de l'extérieur et on aurait cru une décharge, avec une ribambelle d'accessoires et d'appareils de toutes les marques, qui ne laveraient, ne cuiraient ou ne diffuseraient plus jamais rien. Tout ça répandu dans le garage, resté ouvert, et dans l'allée et le jardin devant chez lui. Il avait aussi quelques épaves de voitures sur lesquelles il aimait bricoler. Dans les premiers temps de leur liaison, ma femme m'avait dit qu'il collectionnait les voitures anciennes, mot pour mot. J'avais vu certaines de ces voitures garées devant sa maison quand j'y étais passé au volant de la mienne pour essayer de voir ce que je pouvais voir. Des vieux modèles des années 50 et 60, cabossés, les sièges déchirés, des épaves, un point c'est tout, je le savais. Il ne pouvait pas me la faire à moi. On avait des choses en commun, pas seulement le fait qu'on roulait dans de vieilles bagnoles et qu'on essayait de s'accrocher désespérément à la même femme. N'empêche, bricoleur ou pas, il était bien incapable de régler correctement la voiture de ma femme ou de réparer notre télé quand elle se cassait ou qu'on n'avait plus d'image. On avait le son, mais pas l'image. Si on voulait se tenir au courant, il fallait s'asseoir autour de l'écran le soir pour écouter le poste. Je buvais en sortant des vannes sur Monsieur Répartout et mes enfants. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si ma femme y croyait vraiment à ces histoires de voitures anciennes et tout.
Mais elle avait de l'affection pour lui, et même de l'amour. Ça ne fait guère de doute à présent. Ils s'étaient connus quand Cynthia essayait d'arrêter de boire et allait aux réunions 3 ou 4 fois par semaine. Moi, j'avais fréquenté les alcooliques anonymes par intermittence pendant quelques mois seulement. Quand Cynthia avait fait la connaissance de Ross, j'y allais plus, et je buvais 1 litre par jour de tout ce qui me tombait sous la main. Mais ainsi que j'ai entendu Cynthia le dire au téléphone à quelqu'un en parlant de moi, j'avais été en contact avec les alcooliques anonymes et savais où m'adresser quand j'aurais vraiment besoin d'aide. Ross était allé aux alcooliques anonymes, et puis il s'était remis à boire. Cynthia avait l'impression, je crois, que l'espoir était peut-être plus grand pour lui que pour moi. Elle essayait de lui venir en aide et assistait donc aux réunions histoire d'éviter de boire avant d'aller lui faire la cuisine et le ménage. Ses enfants ne lui étaient d'aucune utilité à cet égard. Personne ne levait jamais le petit doigt chez lui, à l'exception de Cynthia quand elle y était. Mais moins ils en faisaient, plus il aimait ses enfants. C'était bizarre, hein. C'était le contraire avec moi. Je haïssais mes enfants à l'époque. J'étais sur le canapé avec un verre de vodka pamplemousse quand l'un d'entre eux rentrait de l'école et claquait la porte. Un après-midi, j'avais gueulé et je m'étais bagarré avec mon fils. Cynthia avait dû nous séparer quand j'avais menacé de le mettre en morceaux. J'avais dit que j'allais le tuer. J'avais dit « Je t'ai donné la vie, je peux la reprendre ». De la folie. Les enfants, Cathy et Mike, n'étaient que trop contents de profiter de cette situation calamiteuse. On aurait dit qu'ils prospéraient sur les menaces et les brutalités qu'ils s'infligeaient l'un à l'autre et nous infligeaient à nous sur la violence et le désarroi, cette atmosphère de maison de fous. À présent, quand j'y pense, même à cette distance, je recommence à leur en vouloir de tout mon cœur. Je me rappelle des années auparavant, avant que je me mette à boire à plein temps, avoir lu une scène extraordinaire dans un roman d'un Italien qui s'appelait Italo Svevo. Le père du narrateur est mourant, et la famille s'est rassemblée autour du lit, en sanglots, et attendant que le vieillard expire, quand il ouvre les yeux et regarde chacun d'entre eux une dernière fois. Au moment où son regard tombe sur le narrateur, il s'agite soudain. En quelque sorte, quelque chose passe dans ses yeux, et avec sa dernière bouffée de vigueur, il se redresse, se jette en travers du lit et gifle son fils de toutes ses forces. Puis il retombe sur le lit et meurt. J'imaginais souvent mon propre lit de mort en ce temps-là, et je me voyais faire la même chose. J'espérais seulement avoir la force de gifler chacun de mes enfants et de leur adresser les derniers mots que seul un mourant aurait le courage de prononcer. Mais ils voyaient la folie de toutes parts. Et cela servait leurs propos, j'en étais convaincu. Ils s'engraissaient dessus. Ça leur plaisait d'être à même de mener la barque, d'avoir l'initiative pendant que nous nous déglinguions à mesure, les laissant tirer parti de notre culpabilité. Ils subissaient peut-être quelques inconvénients de temps en temps, mais ils dirigeaient les choses à leur façon. Ils n'étaient pas gênés non plus ni dérangés par aucune des activités qui se déroulaient chez nous. Au contraire, ça leur fournissait un sujet de conversation avec leurs amis. Je les ai entendus régaler leurs copains des histoires les plus effrayantes, morts de rire en déversant les détails les plus épouvantables de ce qui nous arrivait à leur mère et à moi. En dehors du fait qu'ils dépendaient financièrement de Cynthia, qui avait réussi je ne sais comment à conserver un emploi d'enseignante et un salaire mensuel, ils étaient carrément les maîtres du jeu. Et c'est bien ce que c'était d'ailleurs, un jeu, une comédie. Une fois, Mike avait fermé la maison à sa mère, après qu'elle avait passé la nuit chez Ross. Je ne sais pas où j'étais cette nuit-là, probablement chez ma mère. J'y dormais de temps à autre. Je dînais avec elle, et elle me disait combien elle s'inquiétait pour nous tous. Ensuite, on regardait la télé en essayant de parler d'autre chose, d'avoir une conversation normale qui ne tourne pas autour de ma situation de famille. Elle me préparait un lit sur son canapé, ce même canapé sur lequel elle faisait l'amour, me disais-je, mais j'y dormais quand même, et je lui en étais reconnaissant. Cynthia était rentrée à 7 heures du matin pour se changer avant d'aller à l'école, et elle découvrit que Mike avait fermé toutes les portes et fenêtres et refusait de la faire entrer. Elle se planta dehors devant la fenêtre, et il supplia de lui ouvrir, s'il te plaît, afin qu'elle puisse s'habiller et aller à l'école, car si elle perdait son emploi, qu'est-ce qui se passerait? À quoi cela mènerait-il? À quoi cela mènerait-il chacun d'entre nous? Il répondit, t'habites plus ici, pourquoi je devrais t'ouvrir? Voilà ce qu'il lui avait dit, derrière sa fenêtre fermée, le visage convulsé de rage. Elle me le raconta par la suite, alors qu'elle était saoule, et moi pas, et que je lui tenais les mains pour la faire parler. T'habites pas ici, qui disait. S'il te plaît, je t'en prie, Mike, implorait-elle, ouvre-moi. Il lui avait ouvert et elle l'avait insulté. Et voilà, il lui avait flanqué son poing dans les épaules. Plusieurs fois, paf, 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 puis un coup sur la tête et une vraie dérouillée. Elle avait enfin pu se changer, se maquiller et foncer à l'école. Tout ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, à peu près 3 ans. C'était quelque chose à cette époque. J'ai laissé ma mère avec le bonhomme sur son canapé et j'ai fait un assez long tour en voiture.
n'ayant pas envie de rentrer à la maison ni d'aller dans un bar ce jour-là. Parfois, Cynthia et moi on bavardait. Faire le point de la situation, on appelait ça. Mais de temps à autre, par de rares occasions, on bavardait aussi de choses qui n'avaient pas de rapport avec la situation. Un après-midi, qu'on était dans le séjour, elle dit « Quand j'étais enceinte de Mike, que j'avais tellement mal au cœur et que j'étais si grosse, tu me portais aux toilettes parce que je ne pouvais plus sortir du lit. Tu me portais. Personne d'autre fera jamais ça. Personne ne pourra jamais m'aimer de cette façon, autant. Ça, on l'a, quoi qu'il arrive. On s'est aimé comme jamais plus il ne sera possible que personne nous aime, ni l'un ni l'autre. » On se regardait. Peut-être que nos mains se sont touchées, je ne me rappelle pas. Et puis je repensais à la petite bouteille de bourbon, de vodka, de gin, de scotch ou de tequila que j'avais planqué sous le coussin, même sur lequel on était assis dans le canapé. Oh, les beaux jours. Et je me suis mis à espérer qu'elles doivent bientôt se lever pour vaquer à la cuisine, aux toilettes, balayer le garage. Peut-être que tu pourrais faire du café, j'ai dit, ce serait pas mal d'avoir du café. Tu mangerais pas quelque chose ? Je peux préparer une soupe. Manger un morceau, oui, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que je boirais bien une tasse de café. Elle partit à la cuisine. J'attendis d'entendre couler de l'eau. Puis je pris la bouteille sous le coussin, dévissai le bouchon et bus. Je racontais jamais ces trucs-là aux alcooliques anonymes. Je dis jamais grand-chose aux réunions. Je passais, comme on appelait ça. Quand arrivait son tour de parler et qu'on ne disait rien sauf « Je vais passer ce soir, merci ». Mais j'écoutais en secouant la tête et je riais de reconnaître ma propre expérience dans ces histoires épouvantables. D'ordinaire, j'étais ivre quand j'allais à ces premières réunions. On est terrifié et on a besoin de quelque chose de plus que les gâteaux secs et le café instantané. Mais ces conversations évoquant l'amour ou le passé étaient rares. Si on parlait de questions matérielles, survie, bilan, argent, d'où l'argent va-t-il venir ? Le téléphone allait être coupé, l'électricité et le gaz étaient menacés. Et pour Cathy, elle a besoin de vêtements. Ses notes, son petit copain, c'est un motard, Mike. Que va-t-il advenir de Mike ? Que va-t-il advenir de nous tous ? Mon Dieu, qu'elle disait. Mais Dieu ne voulait pas en entendre parler de ça. Nous, il s'en lavait les mains. Je voulais que Mike s'engage dans l'armée, la marine ou les gardes-côtes. Il était impossible, un danger public. Même Ross était d'avis que l'armée lui ferait du bien. Cynthia me l'avait répété, n'ayant pas du tout apprécié qu'il le lui dise. Mais moi, ça m'avait fait plaisir de l'entendre et d'apprendre qu'avec Ross, nous étions d'accord sur la question. Ross était monté d'un cran dans mon estime, alors que Cynthia s'était mise en rogne, parce qu'aussi pénible à vivre que soit Mike, malgré ses tendances violentes, elle croyait que c'était seulement une phase qu'il traversait et que ça passerait bientôt. Elle n'avait pas envie qu'il aille à l'armée. Seulement Ross lui avait dit que la place de Mike était justement à l'armée, où il apprendrait le respect et les bonnes manières. Il avait dit ça après une bousculade devant chez lui au petit matin, au cours de laquelle Mike l'avait jeté par terre sur le trottoir. Ross aimait Cynthia, mais il avait aussi une nana de 22 ans, Beverly, qu'il avait mise enceinte, alors qu'il assurait Cynthia que c'était elle qu'il aimait, pas Beverly. Ils ne couchaient même plus ensemble, dit-il à Cynthia, mais Beverly portait son enfant, et il aimait tous ses enfants, même encore à naître, et il ne pouvait pas la larguer comme ça, enfin quoi. Il était en larmes quand il avait dit tout ça à Cynthia. Il était saoul. Il y avait toujours quelqu'un de saoul à l'époque. J'imagine très bien la scène. Ross était sorti diplômé du California Polytechnic Institute et aussitôt entré à la NASA, à Mountain View. Il y travailla 10 ans, jusqu'à ce que tout s'écroule autour de lui. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, comme je l'ai dit, mais on a parlé au téléphone à plusieurs reprises d'une chose ou d'une autre. Je l'avais appelé une fois, étant saoul, alors qu'avec Cynthia, on débattait de je ne sais plus quelle malheureuse question. Un de ses enfants avait répondu au téléphone, et quand Ross prit l'appareil, je lui demandais si, au cas où je me ferais la malle, j'avais pas l'intention de me faire la malle, évidemment, c'était seulement pour l'emmerder, il comptait subvenir aux besoins de Cynthia et de nos enfants. Il dit qu'il était en train de découper le rôti, c'est ce qu'il dit, et qu'ils étaient sur le point de se mettre à table, lui et ses enfants. Pouvait-il me rappeler ? J'avais raccroché. Quand il rappela au bout d'une heure, plus ou moins, j'avais oublié la communication précédente. Cynthia répondit au téléphone et dit oui, et puis oui de nouveau, et je sus que c'était Ross, et qu'il demandait si j'étais saoul. Je saisis l'appareil. Alors, tu les entretiendras, oui ou non ? Il se dit désolé de son rôle dans toute cette histoire, mais que non, il ne croyait pas pouvoir les entretenir. Donc c'est non, tu peux pas, dis-je, et je regardais Cynthia comme si ça réglait tout. Il dit oui, c'est non.
Mais Cynthia ne s'y a pas. Je compris par la suite qu'ils en avaient déjà parlé et fait le tour de la situation de sorte que c'était pas une surprise. Elle savait déjà. Il avait dans les 35 ans quand ses malheurs avaient commencé. Je me fichais de lui chaque fois que je pouvais. Je l'appelais la fouine, d'après sa photo. Voilà à quoi ressemble le petit ami de votre mère, disais-je à mes enfants quand ils étaient là, et nous parlions à une fouine. On riait. Ou alors, Monsieur Répartout. C'était le surnom que je préférais. Que Dieu te bénisse et veille sur toi, Ross. Je ne t'en veux plus du tout à présent. Mais à l'époque, où je l'appelais la fouine ou Monsieur Répartout et menaçais de le tuer, il avait quelque chose d'un héros déchu aux yeux de mes enfants et à ceux de Cynthia aussi, j'imagine, parce qu'il avait contribué à renvoyer des hommes sur la Lune. Il avait travaillé, me l'avait-on assez répété, au tir du programme lunaire, et s'était lié d'amitié avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Il dit à Cynthia, et Cynthia le dit aux enfants, qui me le dirent à moi, que le jour où les astronautes viendraient dans notre ville, il les leur présenterait. Mais ils ne vinrent jamais dans notre ville. Ou alors ils oublièrent de contacter Ross. Peu après les sondes lunaires, la roue de la fortune avait tourné, et Ross se mit à boire plus. Il commença à s'absenter du travail. De cette époque datait le début des ennuis avec sa première femme. Vers la fin, il emportait la bibine au boulot dans un thermos. C'était un établissement moderne, là-bas je l'ai vu, cafétéria, salle à manger pour tous les cadres supérieurs, ce genre-là, cafetière électrique dans tous les bureaux. Mais il apportait son propre thermos et au bout d'un moment, ça s'est su et les gens se sont mis à parler. On l'a licencié. À moins qu'il ait démissionné, personne n'a jamais pu me fournir une réponse nette quand je posais la question. Il continua de boire, évidemment. C'est ce qu'on fait. Puis il inaugura le travail sur les appareils ménagers déglingués et la réparation de téléviseurs et le bricolage sur les voitures. Il s'intéressait à l'astrologie, aux auras, aux yiking, ces machins-là, quoi. Je ne doute pas qu'il était assez intelligent et intéressant et original, comme la plupart de nos ex-amis. Je dis à Cynthia que j'étais sûr qu'elle ne s'intéresserait pas à lui. Je n'arrivais pas encore à me servir du mot aimer à ce moment-là pour parler de cette relation, si ce n'était pas tout compte fait un type bien, l'un d'entre nous. Voilà comment je l'avais exprimé, essayant de faire preuve de largeur de vue. Ce n'était pas un homme mauvais ou méchant, Ross. Personne n'est méchant, avais-je dit un jour à Cynthia, quand nous discussions de ma liaison à moi. Mon père est mort dans son sommeil, sous, il y a 8 ans. C'était un vendredi soir, et il avait 54 ans. Il était rentré de son travail à la scierie, avait sorti des saucisses du congélateur pour son petit déjeuner du lendemain, et s'était assis à la table de la cuisine où il avait ouvert 1 litre de Four Roses. Il était d'assez bonne humeur à l'époque, content d'avoir retrouvé un emploi après 3 ou 4 ans de chômage, causé par une septicémie et ensuite je ne sais pas trop quoi qui l'avait contraint à subir des électrochocs. J'étais marié et je vivais dans une autre ville pendant ce temps. J'avais des enfants et un emploi, mon lot d'ennui personnel, de sorte que je ne pouvais pas m'intéresser de trop près aux siens. Ce soir-là, il était passé de la cuisine au séjour avec sa bouteille, un bol de glaçons et un verre, et il avait bu en regardant la télé jusqu'à ce que ma mère rentre de son travail au snack. Ils avaient eu des mots au sujet du Bourbon, comme toujours. Elle buvait pas grand-chose. Une fois adulte, je ne la voyais boire qu'à Thanksgiving, à Noël et le jour de l'an, des cocktails avec un jaune d'œuf battu et du punch, ou encore, et encore, jamais trop. L'unique fois où elle avait trop bu, des années auparavant, je l'appris par mon père, qui en riait quand il le raconta, ils étaient allés dans un petit bar des environs d'Eureka, et elle avait bu un tas de bourbon de sourd. Il venait de remonter en voiture pour partir quand elle commença à avoir mal au cœur et dut ouvrir la portière. Elle trouva le moyen de perdre ses fausses dents. La voiture avança un peu et une roue passa sur ce dernier. Par la suite, elle ne but plus jamais, sauf pendant les fêtes et encore sans excès. Mon père continua de boire ce vendredi soir et essaya d'ignorer ma mère, laquelle fumait à la cuisine et essayait de son côté d'écrire une lettre à sa sœur à Little Rock. Il finit par se lever pour aller se coucher. Ma mère alla se coucher peu après, quand elle fut sûre qu'il dormait. Elle dit par la suite n'avoir rien remarqué qui sorte de l'ordinaire, si ce n'est peut-être que ses ronflements semblaient plus forts et plus graves, et qu'elle n'arriva pas à le faire tourner sur le flanc. Mais elle s'endormit. Elle se réveilla quand les sphincters et la vessie de mon père lâchaient. Le soleil se levait à peine, des oiseaux chantaient. Mon père était encore sur le dos, les yeux clos et la bouche ouverte. Ma mère le regarda et cria son nom. Je continuais de tourner en voiture. L'obscurité était tombée à présent. Je passais devant chez moi. Toutes les lumières étaient allumées, mais la voiture de Cynthia n'était pas dans l'allée.
J'allais dans un bar où je buvais de temps à autre pour téléphoner à la maison. Cathy répondit et dit que sa mère n'était pas là. Et moi, où j'étais? Elle avait besoin de 5 $. J'ai gueulé, je sais pas quoi, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé en PCV, à 1000 km, une femme que je n'avais pas vue depuis des mois. Une femme bien, qui la dernière fois que je l'avais vue, avait dit qu'elle prierait pour moi. Elle accepta le PCV. Elle demanda d'où je l'appelais. Elle demanda comment j'allais. Tu vas bien? Elle dit. On se mit à parler. Je lui demandais pour son mari. On avait été amis et à présent, il vivait loin d'elle et des enfants. Il est toujours à Richland, dit-elle. Comment tout ça nous est arrivé? Elle demanda. On est des gens bien au début. On était des gens bien au début. On parla encore un peu, puis elle dit qu'elle m'aimait encore et qu'elle continuerait à prier pour moi. Prie pour moi, je dis oui, prie pour moi. Puis on s'est dit au revoir et on a raccroché. Plus tard, je rappelais chez moi, mais cette fois, personne ne répondit. Je fis le numéro de ma mère. Elle décrocha à la première sonnerie. Sa voix était gardée, comme si elle s'attendait à des ennuis. C'est moi, je dis. Pardon de t'appeler. Non, non, chérie, j'étais pas couché, elle dit. Tu es où? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je croyais que tu devais venir aujourd'hui, je t'ai attendu. Tu appelles de chez toi? Je suis pas chez moi, je dis. Je sais pas où ils sont passés tous à la maison. Je viens d'appeler là-bas. Mon vieux Ken est passé ici aujourd'hui, elle dit. Ce vieux salopard, il est venu cet après-midi. 1 mois que je ne l'ai pas vu et il s'amène comme ça, le vieux filou. Je ne l'aime pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de parler de lui et de se vanter, et comment il a vécu à Guam et qu'il avait 3 maîtresses à la fois, et comment il a voyagé pour aller là et encore là. C'est qu'un vieux vantard, et puis c'est tout. Je l'ai connu à ce bal dont je t'ai parlé, mais je ne l'aime pas. Ça ne te dérange pas si je viens, je dis. Mon chéri, pourquoi pas? Je nous préparerai quelque chose à manger. J'ai faim, moi. J'ai rien mangé depuis cet après-midi. Ken avait apporté des Colonel Sanders cet après-midi. Viens, des KFC, quoi. Viens, je ferai des œufs bouillés. Des œufs brouillés. Tu veux que je vienne te chercher, mon chéri? Tu vas bien? La voiture. Je repris la voiture pour m'y rendre. Elle m'embrassa quand j'arrivais à la porte. Je détournai la tête. Je détestais qu'elle sente la vodka. La télé était allumée. Va te laver les mains, elle dit en m'examinant. C'est prêt. Plus tard, elle fit un lit pour moi sur le canapé. J'allai à la salle de bain. Elle y gardait un pyjama de mon père. Je le pris dans le tiroir, le regardais et commençai à me déshabiller. Quand je sortis, elle était à la cuisine. J'arrangeais l'oreiller et me couchais. Elle termina ce qu'elle était en train de faire, éteignit la lumière de la cuisine et vint s'asseoir au bout du canapé. Chérie, ça m'embête d'être celle qui doit te dire ça, elle dit pour commencer. Ça me fait mal de te le dire, mais même les enfants le savent, et ils me l'ont dit. On en a parlé, bref. Cynthia voit quelqu'un d'autre. Ça va, je dis, je le sais, ça, je dis en regardant la télé. Il s'appelle Ross et il est alcoolique, il est comme moi. Chérie, il va falloir que tu penses à t'occuper de toi, elle dit. Je sais, oui, je dis. Je continuais de regarder la télé. Elle se pencha pour me serrer dans ses bras. Elle m'y tint 1 minute, puis elle me lâcha et s'essuya les yeux. Je te réveillerai demain matin, elle dit. J'ai pas grand-chose à faire demain, je resterai peut-être dormir encore un peu quand tu seras parti. Je songeais quand tu seras levé, que tu seras allé à la salle de bain et que tu te seras habillé, j'irai dans ton lit pour y somnoler en écoutant les nouvelles et la météo à la radio que tu auras laissé allumer dans la cuisine. Chérie, je suis si inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas, je dis. Je secouais la tête. Allez, repose-toi maintenant, elle dit. T'as besoin de dormir. Je vais dormir, j'ai très sommeil. Regarde la télévision aussi longtemps que tu voudras, elle dit. Je fis oui de la tête. Elle se baissa pour m'embrasser. Ses lèvres semblaient meurtries et enflées. Elle tira la couverture sur moi, puis elle alla dans sa chambre. Elle laissa la porte ouverte et 1 minute plus tard, je l'entendis ronfler. J'étais là, les yeux rivés à la télé. Il y avait des images d'hommes en uniforme sur l'écran, un faible murmure, puis des tanks et un type qui tirait au lance-flammes. Je n'entendais pas, mais je n'avais pas envie de me lever. Je continuais à regarder fixement jusqu'à ce que je sente mes yeux se fermer. Mais je m'éveillai en sursaut, le pyjama trempé de sueur. Une lumière neigeuse emplissait la pièce. Il y avait un grondement qui venait vers moi. La pièce rugissait. Je restais couché, sans bouger. Elle est terrible, celle-là. À demain.